C'est un véritable plaisir pour moi de me retrouver ici encore une fois de plus en terre marocaine et pour vous parler d'un sujet non moins important, le goitre, les goitres et les nodules thyroïdiens en Afrique. Alors nous allons aborder deux chapitres. Le premier chapitre est le plus important, c'est l'épidémiologie. Et nous allons rapidement survoler l'enquête qui est en cours. Vous n'aurez certainement pas tous les résultats parce que l'enquête est toujours en cours en termes de diagnostic et de prise en charge au niveau des pays africains. Alors on le sait déjà, la prévalence des nodules thyroïdiens palpables représente 2 à 5% au niveau de la population générale adulte. On le sait également, à l'échographie, cette prévalence peut atteindre les 50%. Et on sait également que moins de 5% de ces nodules peuvent être cancéreux et moins de 10% sont toxiques. Et enfin, que pratiquement 90% de ces nodules doivent être respectés, c'est-à-dire surveillés, donc ne pas être pris en charge du point de vue chirurgical. Alors l'Afrique est un gigantesque continent, j'allais dire le deuxième plus grand continent, avec plus d'1 milliard d'habitants, 1000 ethnies, plus de 60 000 groupes ethniques, plus de 60 nations. Mais ce qui frappe au niveau de l'Afrique, ce sont les disparités au niveau régional, Maghreb, Afrique subsaharienne, et à l'intérieur même des pays d'Afrique subsaharienne, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest et la région sud de l'Afrique. Mais également des disparités extrêmement importantes à l'intérieur de la plupart des pays africains. Vous le savez, il n'existe pas encore de système de couverture socio-sanitaire dans la plupart de ces pays, d'où les difficultés qu'on observe dans la prise en charge de ces pathologies chroniques et complexes. Alors, en ce qui concerne la pathologie liée au goitre, vous le savez bien, elle est liée à la répartition, sinon à l'iodation des différentes régions des différents pays. Et comme on peut le voir ici, dans les pays comme le Tchad, la prévalence du goitre est passée de 63 à pratiquement 24% après les vastes périodes d'iodation. C'est pareil pour le Lesotho et la Côte d'Ivoire. Cette baisse drastique de la prévalence est beaucoup plus importante dans un pays comme la République démocratique du Congo, où, vous le voyez bien, des programmes d'iodation ont réussi à couvrir pratiquement l'ensemble des ménages du pays, avec une couverture qui part de 1995, 12% vers près de 100%, avec aussi une baisse drastique de la prévalence des goitres nodules thyroïdiens de 42 à pratiquement 1%. Alors, quand on regarde également les grands programmes d'iodation qui ont été réalisés dans le monde, beaucoup de pays ont su profiter. Il s'agit notamment de l'Égypte, de l'Éthiopie et puis dans une moindre mesure du Ghana. En revanche, des pays comme le Niger et le Sénégal n'ont pas su véritablement profiter de ces périodes d'iodation pour pouvoir réduire la prévalence des pathologies liées notamment au goitre. Les pays comme la Tanzanie font feu de tout bois pour produire d'abord du sel, mais également pour ioder ce sel. Ainsi donc, on le constate, presque l'ensemble du pays a bénéficié des programmes d'iodation et on le voit également, les enfants sont pratiquement dépistés à l'école de façon systématique pour rechercher un nodule, donc apprécier la carence en iode et organiser éventuellement une prise en charge, sinon une couverture de la carence en iode. Et enfin, sur ces slides, vous voyez, aujourd'hui, il y a pratiquement moins de 50% des ménages par les programmes d'iodation. On note également enfant qui a été réduit de pratiquement 30% à près de 8%. Le bémol reste les programmes d'iodation des femmes enceintes. Donc la conséquence, c'est que les enfants peuvent être toujours victimes des maladies liées à l'iode, notamment l'instabilité ou le retard psychomental. Alors, il n'y a pas que l'iode, il y a également plusieurs nutriments, notamment la carence en vitamine A, la carence en fer et en sélénium, qui sont responsables des pathologies liées, donc des pathologies thyroïdiennes. Il y a également des produits toxiques de l'environnement. Le professeur Vemo en parlera certainement. Il existe également des facteurs goitrigènes, notamment les thiocyanates qu'on retrouve dans le manioc ou la patate douce. Et puis d'autres facteurs comme le tabac, le lithium ou l'exposition aux facteurs radioactifs ou certaines pathologies thyroïdiennes
chronique auto-immune ou tumorale. Certains facteurs génétiques ont été également impliqués donc, dans cette belle étude qui a été réalisée aux États-Unis, qui a comparé les Noirs d'origine subsaharienne qui sont nés d'étain noir, je dis bien d'étain noir, et on le voit bien, quand on essaie de voir un peu le top 15 des cancers, le cancer de la thyroïde se situe à ce niveau, et on le voit également, la plupart de ces cancers sont liés aux infections. Il s'agit notamment du cancer du foie, de l'estomac et le sarcome de Kaposi, y compris le cancer de la thyroïde. Alors, ce qui a fait dire donc aux chercheurs qu'il existe certainement des facteurs environnementaux, culturels, mais également génétiques. Il faut donc rechercher des causes, il faut donc rechercher une étiologie à cette prévalence importante du nodule thyroïdien et des goitres dans ces populations d'Afrique, originaires d'Afrique subsaharienne. Alors, un mot en ce qui concerne l'incidentalome thyroïdien. Ce papier qui a été réalisé par Moafo Boniface du Cameroun prouve bien que la prévalence des nodules thyroïdiens augmente en fonction de l'âge et également la prévalence du nombre de nodules thyroïdiens, donc la multiplicité de nodules thyroïdiens également augmente avec l'âge. Qu'en est-il du cancer de la thyroïde? En ce qui concerne le cancer de la thyroïde, il a été bien démontré que ce cancer a une incidence croissante, même si la mortalité reste stationnaire. Et en ce qui concerne ce cancer, justement, on le sait, le cancer folliculaire est beaucoup plus lié à la carence en iode. Et donc, la plupart des pays africains qui ont réussi des programmes d'iodation, comme notamment le Nigeria, on voit bien que les cancers papillaires sont en train de s'égaliser avec la prévalence des cancers folliculaires. Quand on s'intéresse aux pays comme Madagascar et le Togo, où des grands échantillons ont été utilisés, notamment des grands échantillons de thyroïdectomie, on voit bien que la prévalence du cancer folliculaire est en train pratiquement d'être réduite au profit du cancer papillaire. Et on le voit à droite ici. On le voit à droite, normalement, la prévalence du cancer papillaire en Occident, donc en Europe et aux États-Unis, est beaucoup plus importante par rapport au cancer folliculaire pour ces pays qui ont réussi les programmes d'iodation depuis des siècles. Alors, quand on s'intéresse spécialement à Madagascar, on le constate, la prévalence des cancers thyroïdiens varie en fonction des régions. Et vous le voyez, dans ces régions de haute montagne, notamment à Merina, à Sianaka et à Bestileo, le taux de prévalence des cancers de la thyroïde est beaucoup plus important que dans les régions côtières où les populations ont beaucoup plus accès à l'iode, donc aux produits de la mer. Alors, ce papier également qui a été réalisé par Santos et collaborateurs, qui compare la prévalence des cancers thyroïdiens d'une part au Portugal et d'autre part en Afrique du Sud, montre bien qu'en Afrique du Sud, la prévalence du cancer folliculaire est en train de se réduire au profit du cancer papillaire. Il faut dire qu'il s'agit de deux régions côtières, notamment la région de Beira intérieure et la région de Johannesburg. Il s'agit de pays montagneux, mais la différence c'est que les programmes d'iodation ont été beaucoup plus tardifs au niveau de l'Afrique du Sud. Alors j'étais surpris par ce papier qui montre un peu que dans la région MENA, principalement dans le nord de l'Afrique, les pays comme l'Algérie, la Libye, l'Égypte et le Soudan n'ont pas encore réussi des programmes d'iodation en dehors de la Tunisie. Et quand on regarde à l'est pratiquement du Maroc, où la prévalence des cancers semble importante, dans la région de Gerada et des Figues, on se rend compte que la prévalence du cancer de la thyroïde est également en bonne position. Et quand on s'intéresse particulièrement au carcinome, sur une population de 102 patients âgés à moins de 50 ans, à travers 811 thyroïdectomies réalisées entre 2006 et 2013, le nodule solitaire représentait 70% des goitres multitonodulaires, 18%,
Il s'agissait à l'échographie de nodules le plus souvent hypoéchogènes et l'examen extemporané n'était réalisé que dans 24% des cas et le cancer papillaire encore représente 90% et 38% des cas de cancer micropapillaire. Alors le cancer indifférencié, notamment le cancer anaplasique, est certes rare, mais dans cet échantillon qui a été réalisé également au Maroc, on le voit bien, il s'agit le plus souvent de nodules solitaires assez volumineux, près de 4 cm, classés PT3 dans 70% des cas, et cependant, grâce à la chirurgie et à la radiothérapie qui est disponible dans ces pays, la survie a été enregistrée à un taux de 85%. Un mot en ce qui concerne le goitre négligé. Toujours au Maroc, donc dans la région notamment des montagnes, des Rifs et de l'Atlas, notamment dans la province de Marrakech, on se rend compte que les goitres multi-autonomes nodulaires négligés, plongeants, sont plus importants que dans les autres régions du Maroc, parce qu'il s'agit d'une zone de forte carence en iode. Et le tableau clinique est le plus souvent une dyspnée, une dysphonie, une dysphagie ou une compression vasculaire. Mais là encore, les traitements qui ont été mis en place, les antithyroïdiens de synthèse, une corticothérapie et le Lugol, ainsi que le traitement chirurgical ont permis de traiter aisément ces goitres par une équipe de l'hôpital militaire, apparemment bien entraînée, qui se projette souvent dans des pays limitrophes comme la Guinée-Bissau et d'autres pays africains. Alors les goitres et nodules thyroïdiens négligés sont également extrêmement nombreux en Afrique, notamment en Ouganda et dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Et comme vous le voyez chez ces dames-là qui ont le sourire, ce goitre constitue beaucoup plus un critère de beauté qu'un caractère péjoratif. Alors avant de terminer, nous allons dire un mot sur l'enquête qui a été mise en place par le groupe de travail africain pour les recommandations des pathologies endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles. Vous reconnaîtrez la plupart des membres de la SAMN et des sociétés savantes africaines. Cette réunion qui a eu lieu à Abidjan et qui a permis, sous la supervision de notre maître, le professeur Vemo, de mettre en place une stratégie pour pouvoir aboutir à des guidelines spécifiques à l'Afrique. Alors, le cas clinique qui a été mis en place a été diffusé le 1er avril et nous avons diffusé ce cas clinique à l'ensemble des médecins de la plupart des pays membres donc, qui ont participé à la réunion. Mais à ce jour, nous pensons que le taux n'est pas encore suffisant pour pouvoir apporter des résultats qui seront crédibles. Voilà, donc, en ce qui concerne le cas clinique, il s'agit d'une femme de 32 ans qui consulte pour une discrète tuméfaction cervicale qui est un nodule thyroïdien médio-lobaire droit, mobile lors de la déglutition, lisse, régulier mais ferme, indolore d'environ 2,5 cm de diamètre, sans gêne compressive, sans signe de dysfonction thyroïdienne. Donc la première question est, parmi les examens suivants, quelle exploration allez-vous réaliser? Deuxièmement, en l'absence de dysfonction hormonale, quelles explorations complétera votre enquête? Troisième question, le nodule n'a pas de caractéristiques suspectes de malignité. Qu'allez-vous proposer à la patiente? Traitement chirurgical, surveillance simple ou traitement freinateur? Quatrièmement, le nodule est suspect de malignité. Qu'allez-vous proposer à la patiente? Et puis enfin, cinquièmement, l'étude anatomopathologique a confirmé la nature épithélomatose papillaire du nodule. Qu'allez-vous envisager? Alors, 139 praticiens ont répondu à ce questionnaire, issus de 15 pays, âgés entre 25 et 60 ans. Il s'agissait de 40 médecins généralistes, près de 86 endocrinologues, 6 internistes, 3 ORL, 2 chirurgiens, 1 hématologiste et puis 1 médecin nucléaire. Alors, l'Afrique du Nord était fortement représentée, notamment la Tunisie et l'Algérie, avec la plupart des villes. L'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale également, notamment la Côte d'Ivoire et le Niger. Donc nous pensons que le taux n'est pas encore suffisant, donc nous allons vous redistribuer ces fiches pour que vous puissiez faire parvenir à l'ensemble de vos collaborateurs de votre réseau pour qu'on puisse avoir un nombre assez consistant pour pouvoir vous apporter les résultats de cette enquête.
Alors, un mot de prévention pour dire que les pays africains ont véritablement besoin d'une législation forte ainsi que d'une politique stable quand on sait que les perturbations à l'occasion des guerres vont entraver les programmes d'iodation. Les pays africains ont également besoin de mettre en place des programmes nationaux de nutrition qui vont couvrir non seulement la carence en iode, mais d'autres carences, notamment en vitamine A et en sélénium, comme vous l'avez vu, d'autres facteurs qui sont importants dans l'apparition des nodules et des goitres. Ces pays également ont besoin de stratégies particulières telles que les tyromobiles, c'est-à-dire l'utilisation de téléphones portables pour non seulement organiser l'iodation, mais pour la surveillance. Et puis pourquoi pas l'administration de levothyrox en cas de nécessité. Ces pays ont également besoin surtout de sensibilisation et de peut-être disposer de journées thyroïdes ou d'associations thyroïdes. Alors en conclusion, nous dirons que les principaux défis pour l'Afrique, il s'agira donc d'améliorer l'accès au diagnostic de qualité, pouvoir faire l'écho-Doppler, mais également l'écho-Doppler, par l'échographie thyroïdienne, mais également l'écho-Doppler. Il faut que les praticiens puissent également faire la cytoponction éco-guidée, pas seulement les endocrinologues, mais également les médecins généralistes. Il faut également promouvoir l'amélioration de l'accès aux soins, même dans les structures enclavées. Il faut utiliser une approche multidisciplinaire de prise en charge. Il faut éduquer les patients porteurs d'une pathologie thyroïdienne et surtout les patients qui ont été opérés, quand on sait que l'hypothyroïdie est très souvent un motif important de consultation dans nos régions. Il faut également mettre en place des programmes d'iodation soutenus et pourquoi pas des études de suivi à travers des recherches translationnelles. Il faut aussi prévenir les conséquences de cette carence en iode à travers les femmes enceintes, l'allaitement, les nouveau-nés et les enfants. Et enfin, il faut des registres dans la plupart de ces pays et pourquoi pas des recommandations pour harmoniser nos prises en charge à travers les différentes régions, mais également au niveau de toute l'Afrique. Je vous remercie.